Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. 20 ans après, chacun se souvient du 11 septembre 2001. Des habitants du secteur témoignent sur Mosaïque Cristal. Rimerin et Putelange, main dans la main pour encadrer les enfants le mercredi. Un accueil mutualisé est proposé avec tout un programme d'animation. À Sarreguemines, la ville met le paquet sur le sport. Plusieurs équipements sportifs ont été rénovés durant l'été. Les travaux touchent à leur fin. Et le sport, c'est pour tout le monde. L'association 4S propose du judo adapté. Les jeunes handicapés peuvent s'adonner au judo adapté, y compris au plus haut niveau de compétition. Et la réalisatrice Anya Gawer, la plus sarregueminoise des Parisiennes, nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue. Je vous donnerai largement la parole tout à l'heure. On parlera aussi de politique avec Catherine, avec au programme conseil à la CCPB hier soir. C'était chargé ? Pas tant que ça, mais on parlera surtout de développement économique et de PLUI. Et ben on fait le point dans un instant. Côté magazine, on ira notamment survoler le verger Frumholtz à Ormerswiller. Il est énorme, vous verrez. Côté actu, on commence avec une séquence de témoignages. 20 ans après, le 11 septembre 2001, ce jour-là, tout le monde avait les yeux rivés vers les États-Unis. Ces attentats ont marqué bien au-delà des frontières de l'Amérique. Samedi, ce sera le triste 20e anniversaire. Nous sommes allés dans les rues de Beach pour vous interroger sur les souvenirs que vous en avez gardés. Alors bientôt ça va être l'anniversaire du 11 septembre 2001, les attentats à New York, les tours jumelles. Comment est-ce que vous, le jour J, vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti ? Je pense qu'un peu comme tout le monde, comme une immense stupéfaction et puis avec beaucoup d'appréhension sur ce qui pouvait se passer. Après, comme la plupart des Français, je pense, devant la télé, à regarder le fil de l'actualité, le déroulement, et c'est catastrophique, c'est honteux. Du coup, j'ai entendu à la radio, tout simplement, et puis du coup, j'ai allumé quand même la télé pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, et c'est vrai que c'était un petit peu choquant quand même, quoi. Ça faisait un petit peu bizarre. À ce moment-là, on l'a très mal vécu. C'est une période qui a été traumatisante pour tout le monde. Nous, en France, on était très bien intégrés, on se sentait vraiment très bien intégrés, mais par la suite, des tensions sociales ont été augmentées. Il y a eu des reproches comme quoi que la communauté musulmane ne s'est pas rebellée, n'a pas fait de manifestation à ce moment-là, parce que nous, on se sentait français et non pas étrangers. Comment est-ce que vous avez appris cet événement ? Comment est-ce que vous l'avez connu ? C'est ma maman qui me l'a raconté l'année dernière et je l'ai appris, ça m'a quand même un peu choquée parce que je me dis c'est horrible quoi. Et notre prof il nous en a parlé, on avait fait une minute de silence pour ça et après il nous avait montré des images comme quoi quand les avions ils se sont écrasés dans la tour. J'étais vraiment jeune, du coup je me rappelle principalement de la réaction de mes parents qui étaient assez étonnés, de mon père qui était assez énervé, mais faut continuer de vivre et pas avoir peur de ce qui se passe. Parce que peu importe qu'on se cache ou qu'on continue, ce qui doit arriver arrivera. Et vous avez été nombreux aussi à témoigner sur la page Facebook de Mosaïque Cristal des souvenirs poignants que vous avez gardés de ce jour-là. Ces images choquent aux allures de films catastrophes, pourtant bien réels, diffusés sur les chaînes du monde entier. Merci à tous pour vos témoignages. Ce souvenir, c'est aussi une manière de rendre hommage aux victimes. Difficile pour moi de faire une transition après ça, alors je vais laisser le soin à Catherine d'enchaîner avec la chronique politique. Hier soir, les élus étaient réunis pour le conseil communautaire, la communauté de communes du Pays de Beach. Comment s'est passé ce conseil ? Alors la CCPB a fait sa rentrée en douceur, un conseil de moins de 2 heures, c'est assez rare pour pouvoir être remarqué. Il y avait aussi plusieurs absents, notamment Éric Emer, maire de Rimelin, et Christian Schwalbach, maire de Valjoubronn. On connaît leur éloquence à tous les deux, donc ça a joué un peu sur... Ceci explique cela. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce conseil ? Alors on a parlé beaucoup de développement économique. Alors il se passe plein de choses dans le Pays de Beach. Léa Composite veut se développer et a sollicité la CCPB pour avoir du terrain pas loin de chez elle. La CCPB du coup va échanger un terrain, donc c'est sa régie plus les terrains attenants, l'actuelle régie, contre un terrain qui est attenant aux anciens locaux de Veolia que la CCPB a acquis pour en faire sa future régie intercommunale. Et la CCPB récupère en plus une soulte de 105 000 € sur cette opération. Alors ces échanges, c'est pas le premier, mais ça se justifie. Et d'ailleurs, on écoute David Suc qui nous explique pourquoi. On a aujourd'hui 2 constats. Le premier, c'est que nous n'avons pas assez de bâtiments.
pour répondre aux sollicitations des acteurs économiques. Le deuxième, c'est que le bâtiment relais ou l'hôtel d'entreprise sont victimes de leur succès et celles et ceux qui, par exemple, sont à l'hôtel d'entreprise considèrent que c'est surtout pas un hôtel, que c'est leur chez eux et qui veulent surtout pas sortir. Ce qui fait que nous n'avons aucune mobilité, aucun turnover. Et nous n'arrivons pas aujourd'hui à pouvoir répondre aux sollicitations. Lorsque quelqu'un quitte l'hôtel d'entreprise, dans les 8 jours, nous avons signé un contrat. Voilà. C'est un constat et je pense qu'il faut plutôt s'en féliciter. Alors les constats sont faits, est-ce que la CCPB a des solutions? Alors justement, la CCPB saute sur une occasion, c'est que le département se débarrasse de ces 3 centres d'exploitation situés dans le pays de Bitche. Göteborg pour 70 000 €, Rohrbach pour 107 000 € et Wolminster pour 90 000 €. Mais Rohrbach, a priori, il y avait déjà quelqu'un qui était intéressé, il y avait déjà un projet pour cet espace. Il y a un projet de Michel Botsong sur cet espace. La règle, quand le département veut vendre un terrain, un bâtiment, c'est qu'il donne la priorité, et ça c'est la règle, à la commune ou l'intercommunalité. Du coup, c'est la CCPB qui reprend le bébé. Ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à Anne Mazui, qui a un peu défendu son binôme des dernières élections départementales. Mais voilà, David Suc a forcément toujours une réponse. Et donc, voilà pourquoi on vous propose l'acquisition de ces bâtiments. Naturellement, une fois qu'on sera propriétaire, nous définirons quelle économie, quelle destination nous pouvons donner. Est-ce que nous devons conserver des bâtiments pour en faire du bâtiment relais? Des espaces entreprises? J'en sais rien, nous le déciderons. La commission planchera. Donc si j'ai bien compris, la CCPB achète d'abord et décidera après de ce que ça va devenir. Elle lancera un appel à projet. Sauf que il y a toujours un frein à ces endroits-là, c'est le PLUI. On sait, il y a le PLUI à 1 an et demi. Là, ils viennent déjà de procéder à 5 modifications simplifiées de ce document pour permettre à des entreprises de se développer. On pense à Verissima, Lejeune avec son silo, Cyclamen, voilà. Et ce PLUI, beaucoup le critiquent, notamment Joël Roman à Göteborg, qui en a profité d'ailleurs pour mettre le doigt sur tous les loupés qu'il y a sur Göteborg. Alors la CCPB a proposé à chaque élu, accompagné par un conseiller, eh bien de décortiquer ce PLUI pour pouvoir le faire évoluer. Parce que comme a dit Francis Vogt, il faut qu'il évolue, ça ne peut pas être un document figé. Donc on va en reparler dans les prochains conseils. On en reparlera. En tout cas, merci Catherine pour toutes ces explications. On va maintenant parler d'un partenariat qui s'est instauré entre 2 communes. Alors cette fois-ci du côté de la Casque, le territoire de la communauté d'Aglo-Sarreguemines-Confluence. C'est une garde partagée qui est mise en place entre Rémerin et Puclange. Les 2 communes ont voulu proposer un accueil mutualisé des enfants tous les mercredis et en proposant tout un panel d'animation. Alors en quoi cela consiste? Eh bien Marie-Morgane Pirest a assisté au premier jour d'activité. Les enfants avaient l'habitude de se rendre au foyer socio-éducatif de Rémerin-les-Puclange les mercredis matins pour participer à diverses activités. Certaines familles souhaitaient un accueil toute la journée, mais les demandes n'étaient pas assez nombreuses. Du côté de Puclange-Lac, un accueil de loisirs existait il y a quelques années, puis a été abandonné faute d'inscription. Pour proposer une nouvelle offre d'animation pour les enfants sur leur territoire, les 2 communes ont alors décidé de s'unir. On se dit pourquoi pas mutualiser nos demandes, nos besoins et ensuite notre efficacité sur le terrain en matière d'accueil de jeunes pour proposer des activités, le plus grand nombre d'activités au plus grand nombre de familles possibles de Rémerin et de Puclange. On va faire encore plus haut. Désormais, les jeunes sont accueillis toute la journée, le matin à Rémerin et l'après-midi à Puclange, avec la possibilité de prendre le repas sur place. Un programme d'animation a été créé pour faire connaître différentes activités des communes. On sollicite en fait des associations de la commune de Puclange pour des créneaux d'activités qu'on appelle initiation et découverte. Donc, tout ce qui va tourner autour du loisir créatif, du sport, de la culture. Par exemple cet après-midi, donc il y aura du tennis avec l'association de Puclange. On a prévu du twirling. Les enfants ont également la possibilité de s'inscrire uniquement pour l'activité qui les intéresse
place. Les inscriptions sont possibles auprès des périscolaires de Rembrun-Ilsprich et de Puttlange-au-Lac. L'accueil de loisirs est également ouvert aux enfants des communes alentours. Direction maintenant Ambach, où les travaux de démolition se poursuivent. Une bonne partie du bâtiment de l'ancien foyer a déjà disparu. C'est une démolition particulière car l'école et le périscolaire tout proches nécessitent que tous les gravats se retrouvent à l'intérieur de l'ancien bâtiment. Pour rappel, après 72 ans d'existence, cette salle située derrière l'église du village va être remplacée par un parking de 24 places. Autre chantier qui touche à sa fin, celui de la rénovation des équipements sportifs de la ville de Sarreguemines. S'il était une période de vacances pour beaucoup, c'est aussi un moment propice pour mener des chantiers dans des lieux moins fréquentés que le reste de l'année. Thomas Drouin vous propose un petit tour d'horizon des travaux réalisés. De nombreux équipements sportifs sarregueminois ont bénéficié d'un petit lifting pendant les vacances. Du côté de la salle de gymnastique Émilie Le Pennec, ce sont ainsi les différentes fosses qui ont été rénovées. 17 700 € ont été investis pour refaire les fosses à cubes et la fosse pleine. Des équipements neufs d'ores et déjà accessibles aux gymnastes. Du côté du pôle Coubertin aussi, certains travaux ont été menés. Dès avril, la piste d'athlétisme a été nettoyée. Toujours du côté du stade, le grillage d'enceinte côté rue a été déplacé afin de faciliter l'accès aux locaux de l'ASSA sous les tribunes. Traversons la rue, dans le gymnase Coubertin, c'est le seul qui est au cœur de toutes les attentions. Il est actuellement en rénovation, des travaux de réfection d'un montant de 120 000 €. Et dans beaucoup de gymnases, les activités sportives ont déjà repris et pour tous les publics, le judo est le sport d'adaptation par excellence. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'ouvre à un public de jeunes handicapés, comme c'est le cas dans la section judo de l'association 4S. Mosaïque Cristal s'est rendu au dojo lors de la journée porte ouverte. Les Jeux paralympiques sont terminés depuis le 5 septembre, mais à Sarreguemines, le judo adapté souhaite continuer à surfer sur la vague. Pour présenter sa section judo, l'association 4S a organisé hier une journée portes ouvertes au gymnase Kiefer. On peut faire beaucoup de choses dans le judo. On peut faire côté sportif, pour ceux qui veulent aller au plus haut niveau, comme l'équipe de France de judo qui nous l'a démontré, aussi bien en para qu'en judo non adapté. Et pour le judo adapté, voilà, il y a beaucoup de formes pédagogiques qui va pouvoir nous mettre en place et de les faire progresser aussi bien qu'un grand athlète. 23 judokas composent actuellement cette section de l'association. Ils s'entraînent tous les mercredis après-midi dans ce même gymnase. Si ce type de journée permet de mettre en avant ce sport adapté, ce sont les sportifs eux-mêmes qui en sont les meilleurs ambassadeurs. C'est un sport de combat, mais plus technique. Et c'est ça ce que j'adore. Ça m'apporte un peu pour un peu me défouler. Ça m'apporte ça change un peu des autres sports. Une autre demi-journée de ce type sera organisée mercredi prochain, toujours au gymnase Kiefer de Sarreguemines. Pas de porte ouverte, mais une projection en avant-première pour le film Comme des grands. On en parle avec l'invité du jour. Alors Ania Gawer, on vous avait filmé pendant le tournage justement de ce moyen-métrage Comme des grands. On avait diffusé votre réaction au fur et à mesure des prix qu'il a récoltés dans différents festivals. Cette fois, vous êtes là en chair et en os et vous allez aussi aller à la rencontre du public sarregueminois puisqu'il y a la projection en avant-première dimanche. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous retrouver comme ça face au public ? C'est plus facile de rester derrière la caméra ? Complètement. Alors déjà au-delà du fait que ce soit la première fois qu'on va projeter le film dans une salle de cinéma devant un vrai public, donc déjà en soi c'est très excitant pour nous. Ça a une saveur particulière de le faire à Sarreguemines étant donné que c'est ici qu'on a tourné il y a 2 ans, donc on a déjà des super souvenirs de tournage et le tournage a été rendu possible grâce aux locaux, donc on a vraiment hâte de partager ça avec eux. Alors, sans spoiler bien sûr, mais en quelques mots, quelle est l'histoire de ce film ? Alors le thème du film, c'est le passage à l'âge adulte. Voilà, donc on va suivre Marion Novak, interprétée par Pauline Chalamet, qui le jour de son 28e anniversaire va se retrouver tiraillée entre ses nouvelles responsabilités d'adulte et ses rêves encore de jeunesse, d'adolescente.
Alors je vais m'adresser directement aux téléspectateurs parce que pour savoir la suite, eh bien rendez-vous dimanche à 17h45 au Cinéma Forum à Sarreguemines. Alors attention parce que ce n'est que sur réservation, les réservations se font par mail. L'adresse c'est tellingstoriesproduction@gmail.com. Parce que dimanche c'est donc une projection en avant-première, la toute première, mais Anya ensuite... Le grand public, quand et où va-t-il pouvoir voir ce film? Alors le film va sortir en VOD le 1er octobre prochain, donc vidéo à la demande, dans plusieurs pays à l'international. On va être distribué dans toute l'Amérique du Nord, Mexique compris, Australie, Chili, dans les Balkans, en Allemagne, en Angleterre pour voilà, citer les principaux. On va aussi être distribué sous forme de mini-série par Black Pills en Belgique. Maintenant le point intéressant c'est qu'on n'est pas distribué en France pour le moment. Et c'est un peu volontaire, on attendait un peu que ça prenne et qu'on ait une émulation un peu autour du film pour signer vraiment avec la meilleure plateforme possible en France un peu plus tard. Parce que c'est en France qu'il est censé faire les meilleurs scores. Voilà, c'est ça. Alors, les meilleurs scores, mais avant ça, il y a déjà eu les meilleurs prix. C'est un film qui a beaucoup voyagé, qui a été dans beaucoup de festivals, qui a été avec succès. Quel est le prix qui vous a le plus touché pour ce film? Alors, c'est peut-être pas le plus prestigieux, mais ça va être le plus marquant. C'est la première fois qu'on a gagné avec mon co-réalisateur Julien Gauthier le prix de meilleur premier film au Cannes Indie Shorts Awards. Tout simplement, c'est un festival qui publie la liste de tous les nominés et de tous les gagnants. Et on s'est rendu compte ce jour-là qu'on avait gagné face à l'acteur hollywoodien Kevin Bacon le prix. Et là, on s'est dit, bon, on est vraiment dans la cour des grands, on a un pied à Hollywood, c'est incroyable. Ce petit projet autoproduit en Moselle avec une équipe de bénévoles, et ben, il se retrouve face à Kevin Bacon. Mais comme des grands, il a tout d'un grand, voilà. Il n'y a aucun problème. Et alors, par rapport à tous ces festivals, parce que le film a beaucoup voyagé, mais avec le contexte sanitaire, est-ce que vous avez pu accompagner le film ou bien le film est parti seul dans les festivals? Alors c'est sûr que le Covid a tout changé au niveau des festivals. Pile au moment où on sort le film, on apprend qu'il n'y a plus de festivals physiques à travers le monde. C'est un enjeu qui est très important, le festival, parce que c'est le moment où on présente notre film à des spécialistes, enfin des gens du métier, et ça, normalement ça donne lieu à des nouvelles opportunités. Là, on a été privé de ça. C'est l'occasion de les rencontrer. Voilà, donc on a été privé de ça. Maintenant, les festivals se sont adaptés. Ils ont proposé des festivals en ligne. Donc, les prix ont baissé aussi d'accès puisqu'il n'y avait plus de staff ou de salles à louer. Donc, on a eu la possibilité aussi de toucher un public beaucoup plus large puisque partout dans le monde, on pouvait avoir accès aux festivals en ligne. Donc, on a quand même attiré l'œil grâce à ça. Bon, en espérant quand même que les festivals vont pouvoir tous reprendre de manière physique classique, on va dire. L'avenir, justement, votre prochain film, est-ce que c'est déjà calé? Ça sera quoi? Alors j'essaye de gérer ma carrière de productrice-réalisatrice sur le court, moyen et long terme. Donc dans l'immédiat, je vais produire 2 clips. Sur le long terme, bien évidemment, le but c'est un long métrage, mais pour ça il faut être préparé et j'aimerais encore donc à moyen terme faire 2 courts métrages qui se passeront en Moselle, je l'espère. En tout cas, c'est écrit pour. Alors justement, parce que bon, par la force des choses, vous êtes maintenant parisienne d'adoption, mais sarregueminoise d'origine. Est-ce que vous avez vraiment, est-ce que vous allez vraiment réussir aussi à tourner vos prochains films dans le secteur? Parce que on sait que c'est une envie, mais est-ce que c'est possible? Je pense que la Moselle est une terre de tournage et je compte bien le montrer à la région et puis au reste de la France. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire ici. J'ai envie de prouver qu'on n'est pas obligé d'être sur Paris pour pouvoir faire des films. Il se passe des choses ici. J'ai mon acolyte aussi, Guillaume Herbs, avec qui j'ai fait mes 2 films qui étaient dans mon équipe, qui va tourner aussi un court-métrage en Lorraine prochainement. On a le réseau Lab Films en région Grand Est qui a ouvert un festival du film de la région Grand Est où le film va être diffusé d'ailleurs à Strasbourg le 9 octobre prochain. Donc je crois qu'il est en train de se passer des choses et moi à titre personnel je suis très attachée à ma région, je la connais bien, j'ai vraiment envie de faire des films ici, je suis très soutenue par les élus locaux. Donc j'allais demander, est-ce que la région vous le rend bien? Est-ce qu'il y a des soutiens, est-ce qu'il y a des aides? Parce qu'on entend surtout parler des bénévoles dans vos productions. Oui, c'est vrai. Bon, alors au niveau local, oui, les mairies, je pense notamment à la mairie de Wölflin, monsieur Michael Weber, monsieur Zingraf, Volminster, ils m'ont énormément aidé. Maintenant, j'avoue qu'avoir un peu d'aide au niveau du département de la région m'aiderait beaucoup, puisqu'avec chaque projet,
on grandit, on a de plus en plus d'ambition et ça nécessite bien évidemment un peu de budget. Eh ben c'est bien, le message est lancé. En tout cas, bonne continuation. Et puis, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout cela en direct sur Mosaïque Cristal. Et puis, pour dimanche, on espère que ça sera complet, mais les gens peuvent encore réserver. En plus, la météo, a priori, sera de la partie. Elle sera plus propice à aller dans les salles de cinéma qu'à faire des activités en plein air. On va voir déjà ce qu'il en est des prévisions pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain devrait être légèrement pluvieuse. Des averses pourront tomber à tout moment de la journée, mais elles restent localisées. Côté température, on quitte les 30 degrés pour plafonner à 21 degrés au plus chaud de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Inès et il fera jour de 7h01 à 19h55. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. C'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmitt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux, tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Dès vendredi, retrouvez notre émission Polygone. Ce mois-ci, on parle justice. À l'amiable ou au tribunal, quelle justice de proximité sur notre territoire? Autour de la table, vous trouverez notamment le procureur de la République de Sarreguemines. Ne manquez pas cette émission pour tout connaître de vos droits. 3,5 hectares de surface, plus de 1400 arbres, des couettiers, des mirabelliers, des pommiers. Faisons un tour sur terre et dans les airs pour découvrir le verger de la famille Frumholtz. Grâce à Marc Huder et à Guillaume Dumonteil, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'ampleur de ce verger. L'histoire du verger de la famille Frumholtz commence en 1997. À l'issue d'un processus de remembrement, Gabriel et Auguste décident de créer un verger. Plus petit que celui que l'on observe aujourd'hui, il s'étendait sur une surface d'1,5 hectare. Une dizaine d'années plus tard, un membre de la nouvelle génération, destiné à prendre la relève de l'exploitation familiale, Frédéric, a décidé de rajouter de nouveaux arbres, des pommiers. Aujourd'hui, le verger de la famille Frumholtz s'étend sur une surface de 3,5 hectares. Il comprend entre 1500 et 1600 arbres, des mirabelliers, des couettiers et des pommiers. L'hiver dernier, de nouveaux arbres ont été plantés à l'initiative de Jean-Marie, 400 en tout avec de nouveau des couettiers, des mirabelliers et des pommiers. Les anciens ont déjà maintenant plus de 20 ans, donc il faut commencer tout doucement à renouveler, afin de proposer toujours des produits qui sont en adéquation avec la qualité que nous recherchons, ainsi que pour développer les nouveaux produits qu'on a l'intention de proposer à nos futurs clients. De nouveaux types de pommes pousseront en effet ici. Elles se rajouteront à la quinzaine de variétés déjà présentes. Les nouveaux arbres se plaisent, ils se sont déjà bien développés en profitant d'une pluie abondante qui a favorisé leur croissance. Une année de récolte au verger se déroule ainsi.
les mirabelles sont les premiers fruits à être cueillis. De type mirabelle de Nancy, elles sont prélevées à la main, en général à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août. Et c'est parti ensuite pour plusieurs semaines de cueillette. Dans le même temps, viennent les premières variétés de pommes dites précoces qu'il faut également prélever, comme les arcanes. Viendra ensuite le tour des galaxies, etc., etc. En septembre également, les quetches doivent être ramassées. Elles serviront à fabriquer le Quetschschlegel, un des produits emblématiques de l'exploitation, au même titre que la confiture de mirabelle ou les conserves de quetch ou de mirabelle. Les produits du verger de la famille Frumoltz sont vendus sur les marchés ou même directement à la ferme. Dans le futur, l'exploitation va évoluer. À proximité immédiate des plantations, un bâtiment a vu le jour. Plus de 350 000 € ont été dépensés, notamment pour installer ici une imposante chambre froide qui s'étend d'en bas jusque tout en haut. Dès 2022, on devrait trouver ici un nouvel espace de vente. L'année suivante, il est prévu que tout soit rassemblé ici, avec en plus de ce qui a été cité, un hall de stockage et un atelier de transformation. D'autres nouveautés devraient également être mises en place. Tous les secrets n'ont pas encore été dévoilés. Allez, on redescend les pieds sur terre et on vous emmène maintenant à Eutin pour une histoire de chiffres. Alors moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu une époque où les Eutingeois ne savaient plus trop où ils habitaient, quoique ils ont adopté un système somme toute logique pour numéroter leur maison. Thomas Drouin va tout vous expliquer en images. Bienvenue à Eutin, une commune de l'agglomération de Forbach, comme les autres, et pourtant un détail la caractérise vis-à-vis de l'ensemble des villes et villages du secteur. Une particularité qui pourrait même passer inaperçue, notre stagiaire Noé, cobaye pour l'occasion, ne l'a remarqué qu'après quelques indices l'orientant sur où porter son attention. Par exemple, le numéro qui est 558, numéro 558. Et donc la maison d'à côté, celle qui est là, ce serait... D'accord, 550. Qui manque de numéros en effet. Alors là, non, je comprends pas trop. Surtout que je suis allé là-bas et c'était 300, donc il y a un écart énorme. Et c'est comme cela dans toutes les rues d'Eutin. Ici, le 664 avoisine le 686. Là, ce sont les 714 et 720 qui sont côte à côte. Ainsi, le village use d'une numérotation des maisons bien particulière, et cela depuis 1984. C'est Germain Deruder, le maire de la commune, qui nous en raconte l'histoire. Dans les années 80, comme on était un peu problématique sur une rue, il y avait une dizaine de maisons au début de la rue. Il y avait entre-temps une maison par-ci, une maison par-là, et une tout au fond de la rue. Et entre énormément de terrains vierges qui, après, a été construits entre-temps. Et le problème s'est posé avec la numérotation. Et on a passé du 1A, 1B, 1C, 1 terre, et ainsi de suite. Et puis, on voyait que, vu l'extension très fulgurante à cette époque, on voyait que ça ne pouvait plus marcher comme ça. Notre ancien maire, M. Alois Sombert, qui était maire pendant 42 ans à peu près, avait une belle-sœur qui avait marié un soldat américain, GIS. Et puis l'idée est venue de là. L'idée, utiliser la numérotation métrique, très répandue outre-Atlantique. Tout en gardant un côté pair et un côté impair, chaque maison se voit attribuer un numéro correspondant à la distance séparant la maison du début de la rue. Au début c'est bizarre, hein, quand vous passez d'un numéro, comme personnellement, d'un numéro 54 à 686, ça change quand même. Ça change quand même, voilà. Mais voilà. Et puis bon, d'autres personnes aussi. Je vois M. Kratz, qui était adjoint au maire à l'époque, il est passé du 3A au 54, vous voyez. Voilà. C'était une petite rue. Moi je suis dans une grande rue. Et c'est ainsi que la rue du Général de Gaulle, la plus longue du village, a vu apparaître un numéro 1007. La numérotation métrique est désormais bien ancrée dans les habitudes des Eutingeois et ne surprend finalement plus que les personnes de passage. Moi, personnellement, j'habite au 714. Le fait d'habiter au 714 rue du Général de Gaulle, ça ne me dérange pas du tout, quoi. Après, c'est les personnes qui cherchent une adresse, parfois, c'est vrai qu'ils sont embêtés.
On est moderne, on a le GPS. Avec le GPS, vous arrivez partout. Et donc, si votre GPS vous amène à Eutin, vous ne serez désormais plus surpris par la numérotation des rues, une particularité de la commune qui apporte un peu d'Amérique en Moselle-Est. Si dans votre commune aussi il y a des particularités, n'hésitez pas à nous en parler. Vous pouvez nous contacter via notre site internet www.mosaïque-cristal.tv ou notre page Facebook. Très bonne journée à tous, à demain.